Merci beaucoup. Je suis émue aujourd'hui parce que quand nous célébrons le 50e anniversaire de la diplomatie sino-française, nous qui avons vécu et étudié en France, nous qui avons travaillé de longue date avec nos confrères et collègues français, nous apportons toujours un remerciement sincère du fond de notre cœur. Je dois dire que le peuple chinois garde une mémoire pour général de Gaulle, comme nous gardons notre mémoire pour Mao Zedong et Zhou Enlai, parce que c'est grâce à eux que s'est nouée cette coopération entre la France et la Chine. Et en même temps, nous n'oublions pas non plus que la coopération entre les deux pays, pour autant de succès qu'il y a, est dû à M. Deng Xiaoping, qui a joué un rôle extrêmement important dans la promotion de cette amitié. Alors, je vais parler de la coopération de la part de AMC avec nos confrères français. M. de Gaulle a remonté jusqu'au siècle dernier pour raconter une vieille histoire. Alors moi, je vais vous raconter une histoire depuis la Réforme et l'ouverture. L'AMC, avec Air France, Servier, ont co-organisé des journées médicales à partir de 1980. Et donc, c'était la première édition de ces journées médicales en tournée en Chine. Et dès la première édition, M. Deng Xiaoping a reçu la délégation. Si M. Deng Xiaoping apporte une attention si particulière à cette coopération médicale entre les deux pays, c'est parce que, d'abord, la santé et la médecine concernent le développement de base pour un peuple et pour une nation. Et ensuite, c'est parce que M. Deng Xiaoping lui-même, il a vécu pendant sa jeunesse en France. Et les journées médicales France-Chine se tiennent une année en France. Les experts français viennent en Chine et une année en Chine. Donc, c'est alternative. Elle alternait. Et depuis 3 décennies, c'est jamais cessé. Là, ici, vous avez l'image de la 25e édition et 29e édition. Au début, c'était des échanges donc un peu complets, globaux. Et maintenant, on se focalise sur des thèmes particuliers, les pathologies cardiovasculaires, etc. Par exemple, 31e édition, 32e édition, 33e édition. Cette plateforme a pour vocation de promouvoir les échanges académiques et dans les pratiques également entre les milieux médicaux des deux pays. Depuis 33 ans, nous avons fait participer 500 médecins français, 500 médecins, plus de 500 médecins chinois qui participent directement à cette manifestation. Et grâce à cette plateforme, nous avons pu démarrer la formation des médecins chinois en France. Et en même temps, que ce soit en France ou en Chine, dans les hôpitaux, dans les instituts de recherche, elle joue également le rôle de pont entre les institutions de recherche des deux pays. AMF, dans sa coopération avec la France, se concentre sur les cliniques, si je peux le dire. Mais dans l'enseignement supérieur, nous avons aussi une coopération de longue date. Aujourd'hui, en Chine, 4 universités constituent la filière francophone. Monsieur de Gaulle en a parlé.
la deuxième université de la médecine de Shanghai, dans l'histoire, c'était un produit de la coopération sino-française. Et Saint-Marie du passé est Ruijin et l'hôpital CHU de l'université numéro 2 de la médecine en Chine. Non seulement à Shanghai, nous avons la filière francophone à Wuhan, à Chongqing et dans le Yunnan. Pareil, nous avons aussi la filière francophone. Je suis content de voir M. Zhou, qui vient de Wuhan, qui est le doyen de l'Institut de la médecine d'amitié sino-française. Nous avons aussi M. Ren Guosheng, qui est spécialiste dans le cancer de sein. Il vient de Chongqing. Il est le chef de cet hôpital qui fait partie de la filière francophone également. Et l'université de Jiao Tong Daxue à Shanghai jouit de la plus longue coopération avec la France. L'année dernière, lors de sa visite d'État en Chine, Hollande, le président Hollande a fait une allocution à l'université du transport de Shanghai, l'Aurore. L'université l'Aurore voit son institut de médecine parmi les plus importants de la Chine. À gauche, vous avez un stylo laser? Stylo laser? Université l'Aurore, l'ancienne porte, et aujourd'hui numéro 2, l'Institut de médecine numéro 2 à Shanghai. Dans les années 80 du siècle dernier, grâce à la réforme et l'ouverture, ce lien historique se pérennise, se rétablit et se pérennise et s'inscrit dans un développement rapide. L'Institut de médecine de l'Université de transport à Shanghai a signé des conventions interuniversitaires avec bon nombre d'universités françaises dans la région Rhône-Alpes, avec l'Université Lille 2, l'Université Rouen, l'Université Strasbourg et Paris Descartes. Ce sont leurs partenaires dans le cadre d'une convention interuniversitaire. Et nous pouvons aussi voir sur ce PPT que les cours francophones, ou bien la filière francophone, constitue un enseignement d'élite. Je cite l'exemple de l'Université des transports à Shanghai. 30 étudiants recrutés chaque année d'abord une médecine fondamentale pendant 3 ans, et puis entre 4e et 5e, c'est les cliniques, et de 6e à 8e année, ils sont médecins internes, et puis un stage à partir de la 7e année en France. Pendant 3 ans, nous pouvons voir que pendant 3 ans, c'est aussi un enseignement lié au diplôme. D'abord, le diplôme de master de la science médicale et puis le doctorat en médecine. Ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le cursus, les cours sont dispensés en français. La première année est consacrée à des cours intensifs de français, y compris le français de médecine, le français du langage médical. Et puis ça continue. Chaque jour, entre 4 heures et 1 heure de cours de français. Mais à partir de 4e année, chaque semaine, il y a quand même 2 heures de français. Toujours 2 heures de français. La filière francophone a remporté de succès. C'est dû à l'investissement colossal des ressources humaines et des ressources matérielles des deux parties. C'est aussi grâce au soutien gouvernemental des deux pays. À l'université de transport, Jiaoda, nous avons une administration, un secrétariat qui est chargé des affaires quotidiennes. Alors,
quelques chiffres qui montrent qu'aujourd'hui, il s'agit déjà d'une coopération dans les deux sens. Entre 1999 et 2004, les internes chinois sont au nombre de 245 qui sont envoyés en France et 47 stagiaires envoyés en France, de 25 infirmiers et 88 jeunes médecins envoyés en France. Alors, pour la partie de Shanghai, à Shanghai, nous recevons aussi des professeurs français, 25 professeurs français permanents pendant 17 ans, mais nous avons aussi reçu 213 professeurs français de courte durée. Cela explique nos cours directement dispensés en français à Shanghai. Alors, ces dernières années, nous commençons à accueillir des nouveaux stagiaires français dans les hôpitaux de Shanghai, donc dans les deux sens, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Sur 17 ans, au total, 438 Français sont venus à Shanghai dans le cadre de cette coopération. Souvent, les amis français sont surpris de rencontrer tellement de francophones, tellement de médecins francophones à Shanghai. En 1985, quand je faisais mes études, j'ai accompagné une délégation française des hématologues en Chine. Monsieur de Gaulle était le plus jeune dans cette délégation et n'était âgé que de 42 ans en tant que professeur. Et cette délégation française était surprise de la francophonie à l'hôpital de Ruijin. Non seulement les âgés, mais les jeunes médecins parlaient déjà couramment le français. Et tout à l'heure, M. de Gosse a évoqué la FFCSA, Fondation franco-chinoise pour la science et ses applications. J'ai eu l'honneur de m'y intégrer. Au départ, on voulait faire ceci. On se disait que la coopération pour le diplôme de licence s'est déjà développée entre les deux pays. Mais nous voulions développer les études post-doctorat. Nous voulions avoir une plateforme pour la coopération post-doctorat. Avec M. Jacques Can, nous avons donc créé la FFCSA, Fondation franco-chinoise pour la science et ses applications. Lors de sa fondation, le président de l'Assemblée populaire de France, M. Forny, a été présent à la cérémonie d'inauguration. Comme M. de Gosse l'a dit tout à l'heure, FFCSA a déjà soutenu une centaine de post-docteurs chinois pour leurs études en France et dans tous les domaines. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'avec certains d'autres pays occidentaux, ce n'est pas tellement difficile de mener des recherches académiques ou fondamentales. Mais quand on parle des coopérations en matière de haute technologie et de technologies clés, c'est extrêmement difficile. Tout le monde le sait. Mais entre la France et la Chine, grâce à FFCSA, nous avons soutenu des postdoctorats qui mènent des études dans les technologies clés, comme des industries et de la médecine. Monsieur Can, en 2001, a donc été décoré. Il a été décoré par M. Zhang Dejiang. C'est le prix d'amitié, le prix le plus haut niveau de la Chine pour récompenser les experts étrangers. Mais cette coopération continue. M. de Gosse prend la relève de M. Jacques Can. Il est président de la partie française. Moi, je passe le flamme à M. Zhang Yaping, qui sera le président pour la partie chinoise. Alors, toutes ces coopérations se mènent dans les cliniques
et des recherches fondamentales, mais pour faire un historique de la coopération scientifique entre les deux parties, notamment dans les sciences biomédicales. Monsieur Pierre Diallet, un de mes amis, qui est très réputé dans la virologie. Monsieur de Gosse, il a aussi travaillé dans l'hôpital Saint-Louis, n'est-ce pas? L'hôpital Saint-Louis a donné naissance à beaucoup d'hommes connus. Lui, il se spécialise dans l'hépatite B, à forte prévalence en Chine. Le virus, il a obtenu la séquence, la séquence génétique de l'hépatite B. Donc, il est très connu dans la biologie et dans la virologie. Dans les années 80, il est déjà venu à l'Institut des recherches biochimiques. Il a donné ses connaissances aux jeunes Chinois. Il était encore jeune. Et ici, c'est M. Li Zaiping, membre de l'Académie de l'ingénierie, qui est aussi un grand homme de la biochimie. Et ici, il y a un jeune homme très intéressant. Il est déjà le président de l'Institut Pasteur, Christian Bréchot. Il était tout jeune à l'époque. 3 décennies se sont passées. Je lui ai montré cette photo il n'y a pas longtemps. Il était surpris. Il était cool à l'époque. Alors, dans la science médicale, il y a la science biomoléculaire et la science virologique. Mais dans leucémie, il y a beaucoup de coopération très concrète entre la France et la Chine qui contribuent vraiment au miracle. Par exemple, la leucémie aiguë infantile, c'est guérissable aujourd'hui. C'est présenté tout à l'heure. Notre méthode ne vise pas à tuer, comme la chimiothérapie, à tuer les cellules, mais nous prenons plutôt la philosophie de Confucius. C'est la transformation de mauvais en bon. Transformation de ce qu'on appelle une sorte de thérapie de type éducative. Comment éduquer une cellule mauvaise, une cellule maligne, pour qu'elle se transforme en cellule bénigne? Donc, cela par la différenciation des cellules. Et les mauvaises cellules se fanent. Monsieur Wang Zhengyi, mon directeur de recherche en Chine, dans les années 80, nous ont dirigés dans les recherches pour avoir ce qu'on appelle all-trans-retinoic acid, vitamine A. Vitamine A peut guérir une leucémie avec taux de guérison de 90%. Cela grâce à l'acide rétinoïque. Et puis, M. De Gosse a combiné la chimiothérapie avec la thérapie par acide rétinoïque. Et le résultat est tout à fait encourageant. Dans les années 90 du siècle dernier, plus que la moitié des leucémies infantiles ont été guéries grâce à cette technique. Donc, M. De Gosse a partagé avec M. Wang beaucoup de prix internationaux grâce à cela. En 2004, à Shanghai, nous avons organisé la 10e édition du forum sur la différenciation thérapeutique. Et nous ne sommes pas contents de ce que nous avons réalisé, de la moitié de guérison. Mais qu'est-ce que ça veut dire la guérison? C'est 5 ans de survie sans rechute. C'est-à-dire 5 ans de survie sans rechute. C'est déjà la guérison. Et nous avons poussé les limites. À l'époque, il y avait un jeune médecin, Uride D, un Français jeune, mais qui n'est plus jeune aujourd'hui. Il nous a rejoints. Il se spécialise dans la biomoléculaire, dans la science biomoléculaire. Lui, il se consacre plutôt dans les études fondamentales. Nous avons découvert le mécanisme de la leucémie infantile. Quand il y a le protéine, oncoprotéine, ce qu'on appelle PML,
RAR, c'est le récepteur de l'acide rétinoïque. Et au terminal C, ici, aux protéines, c'est le point ciblé par acide rétinoïque. Et nous avons découvert que pour le même oncoprotéine au terminal N, l'Arsenac pourrait agir sur ce point ciblé-là. Alors, deux médicaments qui ciblent le même point par un même mécanisme. C'est ce qu'on appelle la thérapie ciblée coordonnée. Et ce qui arrive à 90% de guérison de leucémie infantile. 500 cas durant 10 ans nous montrent que c'est déjà la réalité. Et aujourd'hui, tous les centres hématologiques adoptent d'ores et déjà cette technologie pour guérir les leucémies infantiles. Professeur Hugues T, ici, il y a 2 ans, si je me rappelle bien, a aussi obtenu le prix de coopération scientifique de la Chine. Il a été décoré au congrès de l'Assemblée, au congrès du peuple. Il a été décoré par le dirigeant de mon pays. Ce que je voudrais insister sur le fait qu'en 2003, en pleine période du SRAS, les collègues français étaient les premiers à nous aider. En 2004, en mai 2004, j'ai accueilli les confrères de l'Institut Pasteur. C'était une équipe de travail française qui étaient à nos côtés pour lutter contre le SRAS à l'époque. En fait, en avril 2004, M. Raffarin était en visite en Chine. C'est une délégation française qui s'inscrit dans la visite de M. Raffarin. À l'époque, malgré les contestations, M. Raffarin est venu en Chine sans être masqué, sans porter de masque. Et nos dirigeants ont dit, c'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses vrais amis. Alors qu'à l'époque, beaucoup de visites d'État ont été annulées par les chefs d'État des pays étrangers. C'était chargé par M. Chirac que M. Raffarin a quand même mené cette visite en Chine. Et puis, nous avons aussi pas mal travaillé dans les pathologies émergentes. 3 volets de coopération, les projets communs, Institut Pasteur à Shanghai, et troisièmement, la construction du laboratoire P4, le laboratoire du plus haut niveau en matière de sécurité biologique. Pourquoi? C'est quoi ça, le plus haut niveau en matière de sécurité biologique? Parce que là, il s'agit des virus létaux contre lesquels nous n'avons pas de médicaments efficaces. Et c'est l'objet des études de P4, d'importance stratégique. C'est P4, laboratoire P4 cristallise le transfert technologique de la part de la France vers la Chine. Nous en remercions. Alors, un message, Institut Pasteur a été fondé en 2004 à Shanghai. Monsieur Chirac et son épouse étaient présentes à l'inauguration de l'Institut Pasteur de Shanghai. Madame Deng Nan était présente, qui était à l'époque vice-ministre de la technologie. Elle est, comme vous le savez, elle est la deuxième fille de Monsieur Deng. Et moi, j'étais protocolaire. J'ai donc servi d'interprète à M. Chirac et Mme Deng Nan. M. Chirac a dit, mon première escale pendant ma visite cette fois, c'était à Sichuan. Pourquoi Sichuan? Parce que le gouvernement chinois lance l'appel au développement de l'ouest de la Chine. Je réponds à cet appel du gouvernement chinois. Et ensuite, je dois aussi rendre mon hommage à M. Deng Xiaoping. Sichuan est le pays natal de M. Deng Xiaoping. C'était un rêve d'Institut Pasteur de Shanghai. Aujourd'hui, c'est déjà devenu une réalité. Nous avons 400 chercheurs dans ce centre de recherche qui ont déjà rapporté
beaucoup de succès, de percées dans leurs recherches scientifiques. L'année dernière, M. Hollande a eu comme première escale à Shanghai l'Institut Pasteur de Shanghai, puis il a prononcé son allocution à l'Université de transport à Shanghai. P4 attire également l'attention des dirigeants chinois et français. Je voudrais vraiment mentionner M. Alain Mérieux. Il est le PDG d'une entreprise très connue, bioMérieux, de la France, mais il est aussi un leadership dans la santé publique. Il a vu M. Xi, M. Zhu, il est même devenu ami des grands hommes chinois. Et M. Mérieux est donc nommé par le gouvernement français comme étant président français de P4. Et moi, j'ai l'honneur d'être président chinois de P4. Après 10 ans d'efforts conjugués, nous avons enfin sorti cet outil-là. Le P4 va être mis en place et en service l'année prochaine. Alain Mérieux a aussi beaucoup contribué à la lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Nous avons signé un accord. Nous avons eu le soutien de bioMérieux cette fois-ci aussi pour notre forum. Alors, la coopération entre AMC et la Fondation Mérieux se dirige vers la santé publique, l'infection nosocomiale et l'usage raisonnable des antibiotiques ainsi que le contrôle et la prévention d'autres maladies infectieuses majeures comme la tuberculose et le VIH-Sida. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai un cursus un peu similaire à M. De Gaulle. Nous sommes tous médecins dans la hématologie. Il était le plus jeune professeur à l'époque de l'hôpital. Il était tout jeune et éminent. Et pour des raisons diverses, nous sommes tous les deux devenus fonctionnaires. Nous servons tous les deux notre peuple. Il était président de haute autorité de la santé en France. Qu'est-ce que c'est ce poste-là en France? C'est comparable à le chef de l'état-major de la santé publique. Pendant la réforme de la santé en Chine, il nous a beaucoup aidés. En effet, le gouvernement français et le milieu, les professionnels de santé français ont toujours apporté un immense soutien à notre réforme. Il y a 3 ans, M. De Gaulle a même donné un cours au ministère de la Santé en Chine. Il a parlé de la réforme des hôpitaux publics, il a parlé du contrôle et de la gestion des médicaments dans les hôpitaux. Cela nous a beaucoup inspirés. Et nous savons tous que pendant nos réformes de santé dans les 2 pays, la réforme des hôpitaux publics constitue l'enjeu. 17 hôpitaux chinois ont noué un jumelage avec 17 hôpitaux français. J'ai un grand honneur de dire que dans l'ANM français, il y a déjà plusieurs membres chinois. M. Zheng Yi, virologiste leader très connu en Chine. Il a aussi beaucoup d'amis en France. Hugues de Thé, son père est Guy de Thé. Guy de Thé fait partie de la génération précédente de virologistes, un grand scientifique également. Guy de Thé est un ami qui a eu de longues dates de coopération avec M. Zheng Yi. Ils ont mené des études ensemble sur le cancer du nez. Et M. Han Zhongchao. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'avoir la présence de M. Han Zhongchao.
parce qu'il y a plusieurs années, il avait beaucoup travaillé dans le laboratoire de professeur Kang. Et maintenant, il est élu comme académicien étranger à l'ANM. Donc, nous pouvons constater que nous avons cette coopération académique entre nos deux parties, mais également notre amitié s'approfondit grâce à cette coopération. Parce que si nous pouvons faire une contribution au bien-être de l'humanité, c'est grâce à ces relations humaines, à ces échanges humains. Donc, nos échanges, nos coopérations sont déjà dépassés de l'échange technologique parce que c'est déjà une amitié profondément enracinée dans nos cœurs. Professeur Ren Changgang était le gouverneur de l'hôpital de Suzhou. Il a travaillé avec professeur Kang parce qu'il a été le premier étudiant doctorat de professeur Kang après l'ouverture de la Chine vers l'extérieur. Et au bout de 2 ans, il a terminé son doctorat. Donc, lorsqu'il faisait ses études, il a utilisé un anticorps unicloné contribué par le professeur de Go. Donc, comme ça, nous pouvons refaire ce réseau des hommes dans nos coopérations sino-françaises médicales. Donc, ici, nous avons la photo de professeur Tai Kelong, qui est aussi un orthopédique très célèbre en Chine. Et je n'hésite pas à vous montrer la photo de mon épouse, professeure Chen Sai-Juan. Elle a été aussi nommée comme académicienne étrangère de l'ANM. Et la FFCSA, si cette fondation a pu être établie, les experts, les spécialistes français, surtout professeur Kang, ont investi beaucoup d'énergie pour contacter les sponsors, pour contacter les secteurs publics, pour mobiliser les fonds pour la fondation. Donc moi, je pensais que ce n'était pas très juste parce que c'est une fondation. Si c'est seulement la contribution de la partie française, ce n'est pas juste. Donc j'ai dit que puisque nous sommes tous des médecins chinois qui ont fait nos études en France, donc est-ce que nous pouvons faire notre contribution à cette fondation? Donc mon épouse, justement, elle a obtenu un grand prix de Ressa Liang, donc elle a consacré et donné tout son prix à cette fondation. Donc c'est vraiment comme ça que nous avons tissé notre amitié entre les deux pays. Et puis ensuite, les supports chinois sont équivalents aux supports français. Donc, c'est grâce à la Commission nationale de scholarship, la CSI a commencé à financer une partie de notre contribution à la FFCSA. Donc, y compris le financement de l'apprentissage de français en Chine et puis les voyages internationaux pour les étudiants. Et ici, nous avons un pharmacologiste très célèbre, M. Su Zhongfen, qui est aussi nommé comme académicien étranger de l'ANM. Donc aujourd'hui, lorsque nous revoyons notre histoire, notre amitié entre les deux pays dans le monde médical, nous pouvons réfléchir très bien ce que nos ancêtres, ce que nos prédécesseurs, y compris général de Gaulle et le président Mao, la famille Marie Curie, qui ont déjà formé les physiologistes chinois Qian Sanqiang, qui sont des spécialistes très célèbres dans le monde atomique. Donc, ces éducations que les Chinois ont effectuées en France nous ont beaucoup aidés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire 50 ans après nos établissements de relations diplomatiques? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos générations futures? Cette année, nous avons directement travaillé avec l'INSERM parce que l'ANM est formulée par les académiciens, mais l'INSERM, Institut national de santé et de la recherche médicale, l'INSERM,
c'est l'équivalent de NIH des États-Unis, c'est-à-dire que c'est vraiment l'Institut des recherches. Mais il y a aussi l'Institut Pasteur. Christian Bréchot, vous le connaissez. Et je lui ai montré tout récemment sa photo d'il y a 30 ans et il n'a pas très bien changé. Hein. Il se tient bien. Alors, nos échanges restent non seulement dans le monde académique, mais également, nous avons maintenu beaucoup de plateformes de collaboration et de mécanismes, mais également, nous formons nos talents. Sur le plan d'échange académique, nous allons faire nos recherches conjointes dans la médecine fondamentale, dans la médecine appliquée et dans la prévention médicale. Et nous allons faire également le travail dans la recherche des technologies pointues. Et sur le terme de nos échanges en création de mécanismes et de plateformes, nous devrions mettre également les professionnels médicaux et il faut multiplier nos échanges avec le grand public. Et sur le laboratoire P4, nous allons transformer le laboratoire P4 comme une plateforme de la lutte contre toutes les menaces contre l'humanité, telles que l'Ebola. Et puis, sur la formation des talents, nous avons fait beaucoup de progrès dans l'apprentissage de français chez nos étudiants et nous souhaitons multiplier nos efforts à ce sujet pour apporter plus de soutien à nos étudiants. Et puis, sur la formation des généralistes, nous avons déjà un très bon mécanisme. Et ensuite, dans le mécanisme de formation des spécialistes médicaux, nous allons approfondir nos efforts. Nous enchérissons beaucoup la FFCSA comme une plateforme très importante. Aujourd'hui, nous avons la présence de beaucoup de jeunes. Et si professeur Degault a beaucoup parlé de cette fondation de FFCSA, c'est juste pour encourager les jeunes à joindre à nos projets, pour participer à ces projets et à ces échanges. Très bien conçus. Donc, avant de terminer, je souhaiterais vous dire que je souhaite vivre l'amitié sino-française. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chen Shu. Comme toujours, tu as brossé un grand tableau de notre amitié franco-chinoise et des échanges scientifiques sino-français. Merci beaucoup. Nous avons un peu de temps pour des questions après ces deux premiers échanges. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Bonjour, je voudrais vous poser une question. J'ai vu dans le PowerPoint, les échanges portaient essentiellement sur la médecine clinique. Est-ce que pour la santé publique, la politique dans le public par l'épidémiologie, est-ce qu'il y a des échanges de cursus de master voilà, dans la santé publique, par exemple? Il y a un programme de master 2 d'échange entre la Chine et la France, notamment soutenu par l'Académie de médecine, où toute science médicale, y compris la santé publique, est inclue. Pour ce qui est de la FFCSA, c'est beaucoup plus dans une recherche dite fondamentale de laboratoire sur laquelle nous sommes jusqu'à présent appliqués. Donc, je vous réponds oui pour certains cas, et puis peut-être pour d'autres, la santé publique n'est pas encore reconnue comme une science fondamentale. Mais il est vrai que de plus en plus, et j'en étais responsable pour la France, l'épidémiologie, l'économie, tout ce qu'on appelle la régulation, c'est-à-dire les certificats des hôpitaux, c'est-à-dire la prise en charge des médicaments, tout ceci est une nouvelle science, mais qui, même en Europe et aux États-Unis, reste encore
faible, et c'est à vous et nous de faire en sorte qu'il y ait une vraie science de ce qu'on appelle la santé publique. Monsieur Chen Zhu, Monsieur le Président français, je suis la présidente de la gérontologie. Je suis un professeur de la cardiologie. Pour l'échange médical franco-chinois, il y a beaucoup de domaines qui sont couverts. Mais pour la gériatrie, je crois que c'est débutant, c'est balbutiant. Donc la Chine vient de commencer les standards pour les hôpitaux des gériatres et la discipline de gériatrie. Donc on vient de mettre en place des normes, des standards. Je voudrais bien écouter les experts français pour nous donner des conférences sur la gérontologie, gériatrie. On voudrait bien que les experts chinois puissent partir en France, visiter les hôpitaux gériatres. Non, j'ai fait un lapsus, donc j'ai dit USA. Bon, en fait, c'est France. donc, je ne sais pas si cette formation professionnelle, est-ce qu'on peut inclure un aspect sur gériatrie? Je compte sur vous, Monsieur Chen Zhu, aussi. C'est vrai qu'en France, nous avons une spécialité importante qui est la gériatrie et qui est divisée en deux, une gériatrie aiguë pour les maladies aiguës et une gériatrie plus chronique. Nous avons aussi, au point de vue santé publique, une politique qui est de maintenir les personnes le plus longtemps possible à domicile, et si bien que les hôpitaux servent au moment précis pour pouvoir aider les personnes âgées. Mais nous avons aussi des maisons pour pouvoir recevoir les personnes âgées, qu'elles soient médicalisées ou non médicalisées, ça dépend si elles ont besoin de médecins. Ils ont un grand réseau en France. Je vais vous donner un exemple. Nous avons 3000 hôpitaux et 30 000 maisons pour les personnes âgées, 10 fois plus, pour vous expliquer que c'est pour nous un programme prioritaire. Merci beaucoup à Monsieur Li, Madame Li. Pourquoi on a choisi ce thème, ce sujet, la gériatrie? C'est justement pour donner un coup de pouce à la coopération sino-française dans ce domaine. Donc CMA, en ce qui nous concerne, on est en train de réfléchir sur l'intensification de la coopération entre CMA avec l'Académie de médecine nationale pour créer une plateforme spécifique, spécialement dédiée à la gériatrie. Donc c'est très important, c'est un enjeu très important.